Au cœur de la Bretagne, non loin d'un petit village que même les cartes touristiques ont oublié, se dresse une demeure en ruine connue sous le nom de la maison de Kerjak. Les habitants du coin l'évitent soigneusement, surtout à la tombée de la nuit. Toi, peut-être, tu crois que ce ne sont que des superstitions rurales, des histoires pour effrayer les enfants. Mais si tu écoutais vraiment leurs récits, tu comprendrais que cette maison ne ressemble à aucune autre. Tout commence une nuit d'automne, quand trois jeunes étudiants parisiens, Lucie, Étienne et Maxime, décident de passer quelques jours en Bretagne pour préparer un projet d'histoire locale. Ils ont entendu parler de Kerjak par un vieil archiviste à Rennes qui avait glissé ces mots troublants. Si vous cherchez une vraie légende, allez là-bas. Mais prenez garde, Kerjak n'est pas seulement un nom, c'est un avertissement. Bien sûr, les trois amis avaient ri. Une vieille maison abandonnée? Parfait pour filmer quelques séquences, prendre des notes et nourrir leur mémoire universitaire. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'en franchissant les portes de cette demeure, ils allaient entrer dans une histoire qu'aucun d'eux n'aurait osé écrire. La première impression fut saisissante. Une bâtisse massive, étouffée par le lierre, ses fenêtres béantes comme des orbites creuses, et son toit effondré laissant pénétrer la pluie. Le portail de fer grinçait encore sous le vent, comme s'il retenait un souffle. Lucie filmait déjà avec son téléphone, lançant à ses abonnés sur Instagram. « Regardez ça, la vraie maison hantée de Bretagne. On va passer la nuit ici. Vous avez peur, vous ?» Un détail qui aurait dû les alerter. Au moment où elle parlait, la vidéo en direct s'est interrompue. Écran noir. Pourtant, la connexion fonctionnait encore. Maxime plaisanta. « Peut-être que même le réseau ne veut pas entrer ici. » Ils franchirent le seuil. À l'intérieur, une odeur d'humidité et de bois pourri les enveloppa. Chaque pas soulevait un nuage de poussière. Les couloirs semblaient interminables, tapissés de portraits anciens au visage effacé. Étienne s'arrêtait devant un d'eux. On distinguait encore la silhouette d'une petite fille tenant une poupée. Les yeux du tableau, à moitié effacés par le temps, paraissaient suivre leurs mouvements. Tu as déjà ressenti cette impression? Ce regard qui ne t'appartient pas, qui s'accroche à ta nuque quand tu tournes le dos? Plus loin, dans la cuisine, ils trouvèrent une table renversée, des assiettes brisées au sol, comme si la famille qui vivait là avait fui précipitamment. Pourtant tout semblait intact depuis des décennies. Maxime, amusé, lança. On dirait qu'ils ont quitté la pièce hier soir, sauf qu'ils ne sont jamais revenus. Lucie monta l'escalier grinçant. Chaque marche semblait se plaindre sous ses pas. Au premier étage, une porte entr'ouverte laissait filtrer un souffle glacé. Elle poussa doucement et découvrit une chambre d'enfant. Des jouets dispersés, un petit lit à baldaquin couvert de poussière. Et posé au centre, un ours en peluche, presque intact, comme si quelqu'un venait de le déposer. Elle se retourna vers ses amis pour leur montrer sa trouvaille, mais ils n'étaient plus là. Silence complet. Seul le tic-tac d'une horloge invisible battait dans la pièce. Lucie sentit son cœur accélérer. Elle appela. « Étienne? Maxime ?» Rien. Juste le vent contre les volets. Elle saisit son téléphone pour les prévenir, mais l'écran affichait une vidéo qu'elle n'avait jamais enregistrée. Une séquence en noir et blanc, montrant cette même chambre, mais avec une petite fille assise sur le lit, serrant sa poupée. Et puis, d'une voix douce et glaciale, la fillette regarda la caméra et dit « Pourquoi êtes-vous venu ?» Lucie resta figée, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. La petite fille en noir et blanc la fixait, immobile, un léger sourire figé aux lèvres. Puis, d'un coup, l'image disparut, laissant place à un écran vide. Le souffle court, Lucie lâcha l'appareil qui tomba sur le sol, l'écran se fissurant dans un claquement sec. Elle voulut se précipiter hors de la chambre, mais un bruit la stoppa net. Des pas, juste derrière la porte. Lent, pesant, comme si quelqu'un montait l'escalier marche par marche.
Elle retint son souffle. La poignée se mit à tourner, grincer, puis plus rien. Silence absolu. Soudain, Étienne apparut, le visage pâle. « Lucie, qu'est-ce que tu fais ici? On t'appelle depuis tout à l'heure. » « Vous étiez où? J'ai entendu... Et puis, il y avait une vidéo, cette fille. » Maxime arriva à son tour, haussant les épaules. « Quelle vidéo? Ton téléphone est mort depuis qu'on est entré. » Lucie voulut insister, mais elle savait déjà que ces mots paraîtraient fous. Elle rangea son téléphone brisé dans sa poche et rejoignit ses amis. Ensemble, ils explorèrent le couloir. Les pièces se succédaient, toutes semblables. Lits enventrés, miroirs fendus, papier peint arraché. Pourtant, dans chaque chambre, un détail différent semblait les attendre. Dans une, un jouet posé bien droit au milieu du sol. Dans une autre, une paire de chaussures d'enfant parfaitement alignées au pied du lit. Étienne murmura « C'est comme si quelqu'un avait préparé ça pour nous. » Tu comprends ce qu'il veut dire? Quand chaque pièce semble te chuchoter que tu n'es pas là par hasard, que la maison sait que tu viens? En bas, dans le grand salon, une cheminée monumentale trônait. Les briques noircies portaient encore des traces de feu, mais il n'y avait plus de bois. Sur le manteau, un cadre unique avait survécu au temps. Une photo de famille. Un homme, une femme et cette petite fille. La même que dans le tableau. La même que dans la vidéo. Lucie sentit ses jambes trembler. C'est elle. Je l'ai vue. Étienne fronça les sourcils. Tu parles de qui? La fillette. Elle nous regarde. Maxime éclata de rire pour briser la tension. Super, on tient notre creepypasta. Franchement, c'est parfait pour ton mémoire, Lucie. On raconte que la petite est morte ici, et hop, on devient des légendes urbaines nous aussi. Mais derrière son sourire forcé, lui aussi jetait des regards inquiets vers les coins sombres. La nuit tomba vite. Le vent siffla à travers les fenêtres brisées. Les trois étudiants décidèrent d'allumer un feu de camp improvisé au milieu du salon, avec des morceaux de bois arrachés. La lueur des flammes dessinait des ombres mouvantes sur les murs. C'est souvent à ce moment que tout bascule, non? Quand on croit être en sécurité dans un cercle de lumière, alors que tout autour, l'obscurité n'attend que ça pour se rapprocher. Vers minuit, Étienne sortit son carnet. « Écoutez, j'ai trouvé des archives sur cette maison. On raconte que le père, un certain Jacques de Kerjac, aurait perdu la raison après la mort de sa femme. Il aurait enfermé sa fille dans sa chambre, persuadé qu'elle parlait aux morts. On dit qu'elle hurlait toute la nuit, mais personne n'osait intervenir. Et puis, plus un bruit. Lucie, glacée, demanda « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Étienne baissa les yeux. Personne ne le sait. Certains disent qu'elle a disparu, d'autres qu'elle est encore là. À ce moment précis, un bruit sec résonna à l'étage, comme si une chaise venait de tomber. Tous se figèrent. Maxime attrapa une barre de fer rouillée qu'il avait trouvée et souffla. On va vérifier. Ils montèrent à pas feutrés. Le couloir était plus sombre que jamais. Les portraits effacés paraissaient bouger dans la lueur vacillante de leurs lampes. Au bout du couloir, une porte fermée. Derrière, un murmure d'enfant. Lucie tendit l'oreille. Elle pleure. Étienne poussa doucement la porte. La chambre était vide. Vide. Sauf une chaise renversée au centre et un miroir fendu contre le mur. Dans le reflet, ils virent nos trois silhouettes. Mais derrière elles, une quatrième. Petite. Immobile. Ils se retournèrent d'un même mouvement. Rien. Lucie sentit une main froide frôler la sienne. Elle hurla, mais le couloir était déjà plongé dans un noir total. La flamme de leur lampe s'éteignit d'un seul souffle invisible. L'obscurité engloutit tout. Les trois amis restèrent figés, incapables de bouger, le cœur battant à s'en rompre. Lucie tatama dans sa poche et ralluma son téléphone brisé. L'écran, fissuré,
projetait une lueur pâle. Mais ce qu'elle vit fit glacer son sang. L'appareil n'affichait pas la caméra habituelle, mais à nouveau cette vidéo étrange. On y voyait le salon de la maison, éclairé par des flammes, mais dans cette version, le feu s'éteignait peu à peu. Et dans l'ombre, la petite fille apparaissait, serrant toujours sa poupée, répétant un mot à voix basse. « Restez, restez !» Maxime lui arracha le téléphone des mains, furieux. « Arrête avec tes délires, Lucie. Tu veux nous faire peur ?» Mais à ce moment précis, une rafale de vent balaya le couloir, claquant toutes les portes d'un seul coup. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre dans toute la maison. Étienne cria. « On descend. Vite !» Ils coururent vers l'escalier, mais chaque marche semblait s'étirer, s'allonger, comme si la maison voulait les retenir. Le salon leur parut beaucoup plus loin qu'avant, comme si l'espace lui-même s'était déformé. Quand enfin ils atteignirent le rez-de-chaussée, leur feu était éteint. Il ne restait que des braises froides, alors qu'ils l'avaient laissé brûlant quelques minutes plus tôt. Lucie sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle comprenait maintenant. La maison réécrivait la réalité à sa façon. Tu sais cette sensation quand tu n'es plus certain si le temps avance vraiment ou si quelqu'un d'autre tire les ficelles autour de toi? Soudain, un bruit de course dans le couloir attira leur attention. De petits pas précipités, comme ceux d'un enfant. Lucie, presque malgré elle, suivit le son. Elle entra dans une salle à manger délabrée. Au bout de la pièce, une silhouette menue, à moitié transparente, se tenait devant une chaise. La fillette. Ses cheveux noirs pendaient devant son visage. Elle leva lentement la tête, ses yeux n'étaient que deux orbites blanches et un sourire trop large fendait son visage. Lucie recula, mais la petite se mit à rire, un rire aigu, étouffé, comme un disque rayé. Étienne surgit pour la protéger, mais déjà, la silhouette avait disparu. Maxime tremblant lâcha « Je veux sortir d'ici, maintenant !» Ils coururent jusqu'à la porte d'entrée, mais quand Étienne l'ouvrit, leur souffle se coupa. Dehors, ce n'était plus la cour de la maison, c'était le même salon qu'ils venaient de quitter. Leur propre silhouette s'y tenait encore, figée comme des statues. Lucie hurla et la porte claqua. La panique s'empara d'eux. Maxime se frappa la tête contre le mur, répétant « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible !» Étienne, lui, cherchait une logique. « C'est la maison. Elle joue avec nous. Elle nous enferme. » Lucie chuchota « Elle ne veut pas qu'on parte. Elle veut qu'on reste, comme elle l'a dit. » Au même instant, un tintement de cloche résonna dans toute la bâtisse. Pas une cloche d'église, non, plutôt comme celle qu'on agite pour appeler un enfant à table. Un son doux, mais dans ce silence, il résonnait comme une menace. Ils suivirent le bruit malgré eux, comme attirés. Au fond du couloir, une porte qu'aucun d'eux n'avait remarquée auparavant. Étienne l'ouvrit. Un escalier descendait dans les entrailles de la maison. Une odeur de moisissure et de terre humide monta à leur nez. La cave. Chaque marche semblait avaler la lumière de leurs lampes. Les murs suintaient. Au bout du passage, une vaste salle circulaire s'ouvrait. Des jouets d'enfants y étaient éparpillés, soigneusement alignés en cercle. Au centre, un petit lit de fer rouillé. Sur le matelas, une poupée sans yeux. Lucie s'approcha malgré la peur. Quand elle tendit la main vers la poupée, la maison sembla respirer. Les murs vibraient doucement. Puis, une voix claire résonna tout autour d'eux. La voix d'une enfant. « Vous avez pris ma place. Maintenant, c'est à vous de rester. » La porte de la cave se referma d'un claquement sec. Ils étaient prisonniers. La cave se referma dans un grondement sourd. Maxime se précipita vers la porte, frappant de toutes ses forces avec la barre de fer. Bois et pierre restèrent impassibles, comme si la maison elle-même riait de sa tentative. Étienne éclairait autour de lui, cherchant une autre issue. Mais la salle circulaire n'avait ni fenêtre ni trappe, rien d'autre que celui de fer et ses jouets alignés. Lucie, elle, fixait la poupée sans yeux. Elle avait l'impression qu'elle respirait,
que sa poitrine de tissu se soulevait par instants. Elle tendit l'oreille et perçut un souffle faible. Étienne secoua la tête. Non, c'est impossible. Mais le murmure s'intensifia. Des mots indistincts se formaient, des bribes de prières, de cris étouffés, de rires d'enfants. Puis, un visage apparut sur le mur humide, comme dessiné par l'ombre et l'eau. Le visage de la petite fille. Ses lèvres bougèrent, et tous entendirent clairement. « Vous êtes à moi !» La lumière de leur lampe vacilla, puis s'éteignit d'un seul coup. Le noir absolu. Maxime se mit à crier, frappant au hasard, mais quelque chose attrapa sa jambe. Une main glacée, fine comme celle d'un enfant, l'entraînait vers le lit. Ses hurlements résonnèrent jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans l'obscurité, avalés par la maison. Lucie et Étienne, pétrifiés, n'osaient pas bouger. Puis, une lueur étrange surgit. Une bougie venait de s'allumer toute seule, posée sur le matelas. À côté, la poupée était désormais assise. Sa tête tourna lentement vers eux. Lucie éclata en sanglots. Elle veut qu'on prenne leur place. Maxime est déjà... Elle nous a choisis. Étienne, les poings serrés, refusa d'accepter. Non, il doit y avoir une sortie. Chaque légende a une faille. Mais derrière eux, les jouets s'animaient. Petits soldats de plomb, balles, chevaux de bois. Tous glissaient doucement pour reformer le cercle, comme pour sceller leur sort. La voix de l'enfant retentit à nouveau. Celui qui reste entendra ma chanson. Celui qui part ne reviendra jamais. Un froid intense envahit la salle. Lucie sentit son souffle se transformer en vapeur. La voix de la fillette s'éleva dans la cave, claire, presque mélodieuse. C'était une comptine, une berceuse. Les mots anciens se mélangeaient aux échos de la pierre. Maman dort, papa ment, dans la chambre on m'enferme. Jour et nuit, seul je chante, j'attends qu'on vienne me prendre. Chaque syllabe glaçait le sang. Les murs semblaient vibrer avec la mélodie. Étienne, les yeux écarquillés, comprit. Elle n'est jamais sortie d'ici. Son père l'a laissée mourir seule. Et maintenant, elle veut qu'on partage son sort. Lucie hocha la tête, les larmes roulant sur ses joues. Alors, il faut lui répondre. Elle s'approcha du lit, ses jambes tremblantes. Elle prit la poupée et, d'une voix brisée, chanta doucement la berceuse à son tour. La cave se mit à trembler. Les jouets s'arrêtèrent. Un silence terrible tomba. Puis une silhouette translucide apparut au-dessus du lit. La petite fille, enfin visible. Ses yeux n'étaient plus vides, mais remplis d'une tristesse infinie. Elle tendit la main vers Lucie. « Tu resteras ?» Étienne tira Lucie en arrière. « Non, ce n'est pas une enfant, c'est la maison qui parle à travers elle. » Mais Lucie voyait autre chose. Dans ce regard d'outre-tombe, elle reconnaissait une douleur réelle, celle d'une âme oubliée. Elle murmura. « Je comprends maintenant. Elle veut qu'on se souvienne d'elle, pas qu'on la remplace. » Alors elle prit la main glacée de la fillette et dit « On racontera ton histoire, on ne t'oubliera pas. » Un souffle parcourut la cave. Les murs se fissurèrent, la porte s'ouvrit dans un fracas. Étienne entraîna Lucie à l'extérieur, courant jusqu'au jardin envahi de ronces. Ils se retournèrent, la maison tremblait, s'effondrant sur elle-même, avalée par ses propres fondations. Dans le vent, une dernière voix résonna. « Merci !» Ils étaient libres. Mais depuis ce soir-là, chaque fois que Lucie ferme les yeux, elle entend encore la berceuse.
Et parfois, dans le silence de sa chambre, une petite main glacée vient serrer sa lienne.